Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, car je suis encore une fois ravi de vous retrouver aujourd'hui pour revenir avec vous sur le palmarès des Oscars 2022. Alors ça y est, voilà, nous allons pouvoir enfin débattre sur ces nominés des Oscars. J'espère que vous êtes prêts, voilà, j'espère que vous êtes chauds, car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Oscars 2022. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur le palmarès des Oscars 2022. Alors ça y est, nous allons enfin pouvoir débattre ensemble. Je suis très excité, très impatient de débattre avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et je vous en remercie vivement. Voilà, ça fait vraiment plaisir et d'ailleurs j'en profite pour dire aux nouveaux venus sur cette chaîne, écoutez, le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est bien évidemment par un abonnement, voilà. Donc écoutez, un petit clic suffit pour soutenir, écoutez, les films du vendredi, donc n'hésitez pas, franchement ça fait plaisir et vous voyez, mon but évidemment c'est d'échanger avec vous, qu'il y ait cette proximité, c'est pour ça que je fais cette première, si vous êtes présent à cette première, ça fait plaisir, n'hésitez pas à réagir dans le top chat, je réponds bien évidemment à tout le monde en différé, mon double vous répond, c'est un live un peu différé, mais j'aime bien présenter les choses comme ça permet vraiment ce genre de format d'échanger avec vous en même temps. Donc n'hésitez pas à réagir parce que le palmarès est assez riche évidemment chaque année et puis il y a toujours des choses qui m'énervent, des choses que j'apprécie, donc on va pouvoir débattre ensemble. Donc c'est parti, écoutez, sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer ce live, cette première. Écoutez, alors comme vous le savez, vous me connaissez, je vais passer les catégories court-métrage, puisque je pars du principe quand même qu'on est là pour parler des films de cinéma, et a fortiori ceux qui sortent en salle, bien entendu, les longs-métrages de cinéma, même si aujourd'hui, évidemment, nous sommes bien obligés de prendre en compte aussi cette nouvelle tendance des films en streaming, bien entendu, c'est aussi le cinéma d'aujourd'hui, il faut bien entendu l'accepter, et c'est d'autant plus intéressant dans les périodes, vous le savez, avec le Covid, où ça a bousculé, évidemment, les règles ont dû changer, mais si les plateformes de streaming aussi ont permis d'éviter des retards, ou d'éviter que des films ne sortent pas aussi, écoutez, personnellement, je trouve quand même que c'est une belle initiative, d'autant qu'il y a des beaux films quand même sur les films, sur les plateformes de streaming, des films originaux. Moi qui suis un petit peu moins série, c'est vrai que sur les plateformes de streaming, les films originaux comme ça, écoutez, c'est tout à fait valable. Donc moi je dis oui, aucun problème de présenter ce genre de film dans une sélection Oscar 2022. Donc je passe très vite sur meilleur film documentaire parce que c'est pareil, on s'intéresse plus à la fiction, mais je vais juste le nommer, voilà. Donc le gagnant pour le meilleur film documentaire, c'est Summer of Soul, voilà. Donc écoutez, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, voilà, mais c'est vrai que je suis plutôt fiction. Alors là c'est pareil, pour la prochaine catégorie, on va passer un petit peu vite, Meilleur film d'animation. Alors pourquoi on passe un peu vite? Parce que ça me fait rire, c'est devenu un running gag chaque année. Disney achète son prix, clairement, vraiment c'est ça. On a vraiment l'impression que c'est Disney qui achète son prix tous les ans. Donc voilà, sans surprise, en tout cas pour moi sans surprise, Encanto remporte donc le prix du meilleur film d'animation. Donc voilà, un film Disney. Alors évidemment, chaque année, aux Oscars, c'est ça, c'est Disney, Pixar et Sony Pictures Animation. Alors c'est vrai que Sony Pictures Animation avait fait très fort avec les Mitchell contre les machines. Moi, personnellement, c'était un peu mon coup de cœur, mon chouchou. Mais voilà, il n'obtient pas de prix. Raya et le dernier dragon aurait pu être aussi magnifique, parce que là, pour le coup, j'avoue qu'il y a quand même... c'est vrai qu'on est très habitué en fait au style Disney, au style Pixar, et que pour moi, c'est ça un petit peu qui m'agace, c'est que ça fait 20 ans, même plus de 20 ans, qu'on fait un peu les mêmes films, parce que ces studios d'animation nous ont tellement habitués à voir un peu la même chose, la même proposition d'animation, d'image, de dessin, etc. Bon, alors Raya peut-être sortait un peu du lot, et puis Luca, alors c'est vrai que ça aurait pu être aussi Luca, Pixar pourquoi pas, mais c'est Disney. Voilà, écoutez, c'est Disney avec Encanto, écoutez, pourquoi pas, je ne vais pas critiquer plus que ça,
C'est simplement que voilà, il n'y a pas de surprise, quoi. À chaque fois, c'est Disney, quoi. Et bon, voilà, on commence à être un peu habitué. Alors écoutez, ça y est, hein, on va passer vraiment aux catégories qui me sont les plus chères, à partir du meilleur film international. Écoutez, il y avait Flea, La main de Dieu, L'école du bout du monde et Julie en 12 chapitres, hein, que j'ai rattrapé récemment. Voilà, qui est plutôt sympa, mais c'est vrai que je suis quand même très content, puisque le grand gagnant, eh bien, c'est Drive My Car, voilà, de Ryosuke Hamaguchi, voilà. Et vraiment, c'est tout à fait mérité. J'ai rattrapé ce film, hein. Voilà, pour faire cette vidéo aujourd'hui, je tiens à préciser, j'ai rattrapé 7 films, hein, voilà, en mode gros rush. Voilà, donc évidemment, je dirais que je suis à 98%. Voilà, j'ai quasiment tout vu, mais c'est vrai qu'il y a toujours un ou deux films que vous pouvez omettre. Mais c'est vrai que voilà, j'ai rattrapé enfin ce Drive My Car, hein, que ça fait quand même un moment dont voilà, on en parlait beaucoup. J'ai été séduit, hein, vraiment, hein, par parce qu'on arrive en fait à faire un film qui est riche en émotions, bouleversant, mais en même temps qui joue pas juste sur le tire-larme facile. Voilà. C'est un vrai questionnement sur le deuil, sur le fait de perdre un être cher, sur les relations de couple aussi, sur le milieu aussi du théâtre, le calque entre la pièce Oncle Vania et finalement qui est un miroir sur les relations hommes-femmes aussi dans notre monde, hein, le monde de tous les jours. Donc c'était plutôt malin, hein, d'utiliser le théâtre aussi, de calquer la fiction, le théâtre, l'inspiration. Il y a aussi un discours sur l'inspiration. C'est vrai que la femme du protagoniste, hein, voilà, lui donnait beaucoup d'idées, hein, de scénarios, d'histoires, de romans, etc. Donc voilà, c'était... Non, c'est très très beau. Et la relation aussi, évidemment, parce que en fait, cet homme va se lier d'amitié, hein, plutôt, pour une jeune femme de 23 ans qui va devenir son chauffeur, hein, pour l'emmener en fait à chaque fois parce qu'il est jury en fait pour sélectionner des comédiens qui vont jouer Oncle Vania, justement, hein, la pièce Oncle Vania. Donc voilà, il y a une relation qui naît, parce que tous les deux sont des écorchés de la vie. Tous les deux ont perdu un être cher, ou plusieurs êtres chers, vous verrez, c'est assez terrible. Donc voilà, ils refont le monde comme ça à bord de leur voiture. Il y a un côté parfois un peu road movie. C'est très très savoureux, hein. Vraiment, j'ai été très séduit par ce film, et c'est vrai que voilà, ça faisait un moment que je voulais le rattraper. N'hésitez pas à me dire aussi, hein, ce que vous pensez de Drive My Car, si vous trouvez que c'était trop long, parce que c'est vrai que c'est 3 heures, il faut tenir en haleine le spectateur pendant 3 heures, sur des questions existentielles, sur un côté très psychologique, hein. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a aussi ému, ou si ça vous a gonflé, parce que c'est vrai que c'est possible aussi, hein, je comprendrai tout à fait. C'est accessible, mais c'est pas non plus le film qui va vous prendre la main, comme d'autres films qu'on va voir justement dans la sélection. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est tout à fait mérité, Drive My Car, hein, écoutez, de Ryosuke Hamaguchi. N'hésitez pas d'ailleurs à le voir si vous ne l'avez pas vu, voilà, mais je me permets de dire ça alors que j'ai quasiment un an de retard sur ce film. Mais n'hésitez pas, vraiment, c'est quand même une très très belle œuvre. La photo est magnifique, l'acting, tout, donc il y a beaucoup beaucoup de choses. Certains trouveront qu'il y a des longueurs, bon, je pense, hein, clairement. Écoutez, moi ça ne m'a pas dérangé, voilà, je trouve qu'on va au bout avec délice, donc ça fait vraiment plaisir. Je passe maintenant à la meilleure musique de film. Alors on avait quand même Don't Look Up, Encanto, donc là direct de base dans les Disney il y a des chansons, donc ça aurait pu aussi, il aurait pu aussi remporter. Madres Parallelas, c'est The Power of the Dog. Et écoutez, il s'agit de Dune, voilà, Hans Zimmer, voilà, pour le film de Denis Villeneuve, adapté du roman, hein, de Frank Herbert, hein, voilà. Écoutez, c'est vrai qu'il y avait des ambiances sonores, voilà, assez particulières, assez mystiques, hein, pour ce film, qui est quand même assez mémorable, hein. Hans Zimmer, voilà, écoutez, qui finalement retrouve un peu d'inspiration, parce que c'est vrai que, voilà, il y a une tendance à un moment donné où j'étais plus trop emballé par les compositions de ces grands compositeurs, Hans Zimmer, Danny Elfman, voilà, qui je trouvais avaient un peu perdu de leur superbe au fil des années, vous voyez, ou même chez les Français, hein, Eric Serra, hein, j'en parle beaucoup à chaque fois en disant que voilà, Eric Serra, ça me déçoit un peu, cette perte d'inspiration au fil des années. Puis écoutez, c'est vrai que Hans Zimmer s'est un petit peu métamorphosé là sur ce film.
On était habitué à des choses de manière très épique hein, chez Hans Zimmer. Mais voilà, là, il a trouvé des ambiances un peu plus discrètes, mais en même temps qu'on retient. Il y a même des voix avec des incantations, je me souviens, voilà, c'était assez particulier. Donc ouais, c'est vrai que l'ambiance musicale était quand même assez soignée sur le Dune hein, de Denis Villeneuve. Donc voilà, un prix tout à fait mérité pour Hans Zimmer. N'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes scandalisé, si vous pensez que d'autres films l'auraient mérité. Honnêtement, quand on voit la liste, moi je ne trouve pas ça scandaleux. Bien évidemment, je me base sur les nominations, hein, bien entendu. Parce que c'est vrai que sinon on pourrait en mettre d'autres films qui auraient tout à fait mérité meilleure musique. Mais par rapport à la liste, je ne trouve pas ça scandaleux. Je passe maintenant à la meilleure chanson originale. Bah écoutez, là c'est pareil, hein, c'est un running gag. Hein, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un James Bond, il repart avec la meilleure chanson originale. Donc là aussi ça devient un peu blague chaque année. Parce que vous aviez quand même, donc Dos Oruguitas dans Encanto, Done to Joy dans Belfast, Be Alive dans La Méthode Williams et Somehow You Do dans Four Good Days, voilà. Donc écoutez, il s'agit de No Time to Die, hein, Mourir peut attendre, hein, le James Bond, donc Billie Eilish, hein, voilà, écoutez, au moins c'est dans l'air du temps, pourquoi pas. Bon, à chaque fois qu'il y a une chanson de James Bond, hein, clairement, elle remporte un prix. C'est un peu le seul prix d'ailleurs à chaque fois qu'on attribue au James Bond. Je sais pas si c'est à regretter mais bon voilà, ça devient un peu le running gag quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Alors, nous allons passer aux meilleurs effets visuels. Bon, écoutez, là aussi, hein, il y avait du gratin. Alors bon, Free Guy, j'avoue que ça fait partie des films que je n'ai pas vus. Mourir peut attendre, aurait pu aussi, Shang-Chi et La légende des 10 anneaux. Bah écoutez, je n'ai pas vu ce film non plus, c'est vrai qu'il m'en manque peut-être un peu plus. Hein. J'ai dit 98, allez, peut-être que je suis à 95-96% sur les films des Oscars, mais il m'en manque pas mal. Spider-Man No Way Home, hein, vous connaissez mon avis sur ces nouveaux produits, concepts Spider-Man, que je n'approuve vraiment pas du tout. Voilà. Et donc évidemment, il s'agit de Dune. Voilà, le grand gagnant, Dune. Écoutez, hein, tous ceux qui ont participé aux effets visuels hein, sur ce film de Denis Villeneuve ont été vraiment formidables. Hein. Donc je les nomme, hein, donc Paul Lambert, hein, Tristan Miles, Brian Connor et Gerd Nevezer, voilà, ont tous collaboré donc pour rendre les effets que vous connaissez sur ce film qui sont quand même assez riches, neufs, qui font du bien par rapport à la version de David Lynch qui est quand même vieillissante. Hein. C'est vrai que dépoussiérer un peu quand même ces vieilles adaptations qui n'ont pas été toujours très top, là pour une fois, hein, qu'on aime ou pas l'histoire, parce qu'après c'est ça, hein, vous savez Dune, hein, ce que je disais dans ma critique, c'est-à-dire que Dune, en fait, le truc c'est que si vous adhérez à l'histoire, à mon avis, vous allez adorer la version de Denis Villeneuve. Si vous n'adhérez pas de toute manière à cette histoire, ce sera peut-être plus compliqué. Voilà. Moi, dans tous les cas, ce que je juge, c'est quand même au niveau de la cinématographie, au niveau de l'acting, au niveau du jeu. Voilà. C'est quand même une adaptation assez valable. Hein. Un peu plus mainstream peut-être, un peu plus... Voilà, le spectre des spectateurs s'élargit autour de ce film. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Hein. On n'est pas obligé juste de faire des films un peu mystiques, comme fait Lynch, pour intéresser un spectateur sur cette histoire. Donc écoutez, moi, je trouve que franchement, en termes d'effets visuels, c'est quand même ce qui est le plus prestigieux hein, dans la liste. Hein. Voilà, vraiment, moi, c'est ce que je trouve le plus prestigieux. Voilà, il peut y avoir des effets sympas dans des films plus mainstream, mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est tout à fait mérité. Je passe maintenant au meilleur son. Alors là, quand même, on peut quand même tiquer un peu plus. Bon, nous avons Belfast. Hein. Vous savez, hein, vous connaissez mon avis sur ce film. Hein. J'ai beaucoup aimé Belfast. Hein. Je faisais le parallèle avec, avec le film d'Alfonso Cuarón, hein, Roma. Voilà, mais j'ai préféré Belfast hein, dans cet exercice de style de raconter son enfance en noir et blanc. Hein, j'ai préféré Belfast. West Side Story aurait pu tout à fait mériter. Hein. Mourir peut attendre et The Power of the Dog. Eh bien écoutez, c'est Dune.
Alors écoutez, moi le son dans Belfast, moi je l'avais trouvé très très bon. Dans West Side Story, bon bah alors là, franchement, si on n'a pas aimé le son dans West Side Story, hein, même les répliques étaient très audibles. Enfin, c'était il y avait un vrai travail, hein, évidemment visuel, mais aussi sur le son, hein, vraiment sur le West Side Story. Donc ça aurait pu tout à fait être mérité. Mourir peut attendre, j'aurais pas été trop chaud, vous voyez, de mettre sur le son. Je pense que visuellement, au niveau réa, au niveau découpage technique des séquences d'action, c'était très bon. Meilleur son, pas forcément. Voilà. Après, The Power of the Dog, pourquoi pas, mais ça s'y prête peut-être moins. Écoutez, c'est Dune. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que, bon, ça fait quand même... ouais, ouais, ça fait, j'allais dire, ça fait redondant peut-être avec meilleure musique, meilleur son. Évidemment, c'est pas pareil, évidemment, c'est pas le même exercice, mais ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, on commence à rentrer dans le... un petit peu dans comment dire, la boulimie des prix. On voit les chouchous arriver. Vous voyez, déjà là, j'en suis là et on commence à voir les chouchous quand même arriver. Mais bon, on va dire que c'est pas déconnant, hein, on va pas se scandaliser pour Dune. Ce serait quand même un peu exagéré. Denis Villeneuve quand même a fait un très bon travail. On va pas se scandaliser pour ça. Donc je vais nommer donc toutes les personnes qui ont travaillé sur le son. Hein. Elles sont nombreuses. Hein. Donc il y avait Mac Russ, voilà, Marc Mangini également, Theo Green, Doug Humphil et Ron Bartlett, voilà. Donc, écoutez, hein, voilà, c'est toutes mes félicitations, c'est tout à fait mérité. Je ne suis pas scandalisé, en tout cas, on va dire ça comme ça. Donc, on va passer au meilleur montage. Alors là, ça commence effectivement à sentir encore plus le chouchou, là, voilà. Nous avons Don't Look Up. Alors, meilleur montage, c'est vrai que Don't Look Up, c'était... alors, je sais pas si j'aurais vu ça en salle. En streaming, ça passe très bien. Mais il y a quand même un travail de montage sur Don't Look Up, hein, clairement. Donc c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, déjà ne serait-ce que pour varier les prix. Parce que là, voilà, ça va être encore le même, hein. Voilà, vous me voyez venir. Ensuite, nous avions La Méthode Williams, que j'ai adoré ce film, hein, vraiment, je tiens à le préciser. Je crois que parmi les films que j'ai rattrapés, hein, vraiment, je crois que c'est celui qui m'a le plus emporté et que je retiens le plus, en fait. Vraiment bouleversant à tous les niveaux. Hein. Acting, réa, les seconds rôles bien exploités, bien utilisés, tout, montage, son, lumière, tout m'a plu dans cette méthode Williams, hein, vraiment. Au-delà du fait qu'il s'agit évidemment de l'histoire des sœurs Williams, hein, eh bien le film arrive, peu importe si vous êtes intéressé par le milieu du tennis, par l'histoire, par le côté biopic, etc. Peu importe, le film est fait de telle façon que cette histoire, en fait, on aurait très bien pu l'adapter, faire un truc complètement fictif sur la méthode Williams, et ça aurait pu très bien marcher aussi. Écoutez, c'est d'autant plus fort que ça se base sur la véritable histoire des sœurs Williams. Donc écoutez, moi je dis vraiment oui pour ce film. Alors évidemment, on est sur des prix techniques, hein, mais meilleur montage, bon, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas le film qui s'y prête le plus. The Power of the Dog, hein, vous savez que j'avais adoré aussi le Jane Campion, hein, vraiment excellent. Tic Tic Boom aussi, pourquoi pas. Hein, il y avait, ouais, j'avoue que sur Tic Tic Boom, quand même, il y avait des effets de montage assez stylés, hein, notamment sur le Moondance Diner hein, aussi, qui a été reconstitué avec des panneaux qui tombent comme ça, des murs et tout, les personnages se déplacent et puis les décors bougent, etc. Donc il y avait une orchestration aussi hein, de cette comédie musicale qui a été quand même assez savoureuse, en termes de montage notamment. Bah, écoutez, c'est Dune. Alors c'est vrai que voilà, pour ces gros blockbusters comme ça, hein, bien huilés, de noter le montage, ouais, c'est... Alors oui, ça aurait pu. C'est vrai que ce que j'avais aimé, moi, en fait, par rapport au montage, c'était le découpage quand même des séquences un peu de combat corps à corps. Hein. Vous savez que j'y suis très sensible. J'en parlais justement dans ma précédente vidéo sur Batman. Et c'est vrai que je suis très sensible à ça. Voilà, l'action, pour moi, c'est tout à fait noble. Évidemment, comme dirait ce cinéaste, hein, Michael Haneke, hein, que vous connaissez sans doute, hein, qui est absolument brillant, hein. Ah voilà, la violence comme divertissement, c'est à questionner, hein, évidemment, parce que, bon, voilà, c'est vrai que c'est une vraie question, mais moi, je suis désolé, il faut être juste. On a besoin aussi de ce cinéma, des blockbusters, des séquences d'action, oui, les gunfights au cinéma, ce genre de trucs, et ben on en a aussi besoin. Donc, le découpage technique, c'est un art, voilà, même si c'est pour montrer de la violence, même si c'est pour montrer de l'hémoglobine, c'est important. Alors là, dans Dune, c'est pas exactement le même cas, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, dans le blockbuster, et ben oui, on va noter la capacité
d'un cinéaste à découper ses séquences d'action. Et effectivement, voilà, je pense que du coup, c'est pas tout à fait déconnant. C'est simplement que du coup, c'est encore Dune et que ça commence à faire beaucoup. Voilà, mais écoutez, c'est peut-être pas fini. On va voir, mais Dune, on sent quand même qu'il commence à être le chouchou là. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas, je vous réponds dans les commentaires, mais ça commence à faire pas mal. Alors écoutez, on va voir. Hein. Nous passons donc à la meilleure photographie. Alors, je pense que vous me voyez venir, hein, je ris déjà, mais c'est parce que voilà, voilà. C'est un peu toujours le même pour le moment. Alors nous avions Nightmare Alley, alors moi clairement, hein, Guillermo del Toro, Nightmare Alley, une bombe avec c'est le même directeur photo que sur La Forme de l'eau, hein, que j'ai juste ici d'ailleurs, hein, La Forme de l'eau, que j'adore. Hein. Vraiment, écoutez, cette lumière, cette photo dans Nightmare Alley, elle est absolument somptueuse, mais somptueuse. C'est un travail magistral, mais je pèse mes mots, magistral sur Nightmare Alley. Voilà, vraiment. Donc j'aurais vraiment aimé. The Power of the Dog, pareil, hein, si ça avait été l'un ou l'autre. The Power of the Dog, j'ai parlé énormément de la lumière aussi dans ma critique, souvenez-vous. Mais voilà, Jane Campion, hein, The Power of the Dog, c'est vraiment incroyable en termes de photos aussi. Hein. Vraiment, c'est somptueux. Nous avions Macbeth. Alors voilà, ça fait partie aussi des films que je n'ai pas rattrapé, Macbeth. Voilà, Bruno Delbonnel. Hein. Donc c'est ce directeur photo qui est aussi dans les derniers Burton. Hein, c'était ce Français hein, qui a travaillé pour Burton hein, notamment. Donc vous voyez un petit peu le niveau. Hein, donc ça aurait tout à fait pu être mérité. Et West Side Story. Alors là, bon, West Side Story à tous les niveaux. Moi, clairement, n'importe lequel de ces 4 films, pourquoi pas. Bah écoutez, c'est Dune, alors c'est vrai que la photo est bonne aussi, mais ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Je suis content, hein, vraiment je suis content, parce que voilà, Dune est un bon film. Mais je serais quand même d'autres... je préférerais quand même, vous voyez, je tique quand même. Non, je tique vraiment, j'aurais préféré n'importe lequel des autres, en fait, je suis en train de me dire. Parce que c'est facile, en fait, c'est un film, évidemment, qui visuellement... est dingue, mais quand même. Non, mais franchement, voilà, c'est... Les effets visuels sur Dune, je suis d'accord. Allez, à la limite. Mais quand même, la photo, vraiment l'image, le grain qu'il y a dans Nightmare Alley, dans The Power of the Dog, n'importe lequel, Macbeth, je n'ai pas vu, mais Bruno Delbonnel, je connais ce directeur photo, pourquoi pas. Et West Side Story, quoi. Donc, ouais, ça commence à faire beaucoup pour Dune. Hein. C'est sympa, mais il y a quand même d'autres films... Hein, qui sortent vraiment des sentiers battus, et c'est un peu dommage, là. Pour le moment, ils se prennent une bonne raclée, quand même. Hein. Donc voilà, je suis à moitié chaud. Je suis pas scandalisé, mais ça me gonfle un peu. Voilà. Alors écoutez, je passe sans plus attendre au meilleur maquillage et coiffure. Alors le film, c'est Dans les yeux de Tammy Faye. Voilà. Alors voilà, hein, un film avec Jessica Chastain, hein, de mémoire, que je n'ai pas vu. Alors, vous voyez, j'ai quand même loupé certains trucs, mais voilà. Donc, on avait Cruella, Dune. Voilà, pour une fois, il n'est pas revenu dans les prix, heureusement. Un prince à New York 2. Alors, il faut savoir qu'il y a une suite à Un prince à New York. Oui, c'est un peu what the fuck. Et House of Gucci. Alors, pourquoi pas, hein, le maquillage, les coiffures à House of Gucci aussi étaient assez clinquants, mais voilà, dans le bon sens du terme. Hein. Vraiment... c'est absolument somptueux hein, aussi l'histoire de ces Gucci, de cette marque de luxe. Il y a de quoi faire, hein, maquillage, coiffure. Lady Gaga, somptueuse. Il y avait de quoi faire. Même Cruella, ça aurait pas été déconnant parce que effectivement, il y avait également aussi tout un travail hein, sur Emma Stone, sur cette coiffure et tout, assez convaincant. Bah écoutez, c'est Dans les yeux hein, de Tammy Faye, donc je n'ai pas vu ce film. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez rattrapé, parce que j'imagine que c'est plutôt des films qu'on rattrape, ça. Hein. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vu au moment où c'est sorti ou pas. C'est... Voilà, mais voilà, mais pourquoi pas. Écoutez, je donne la chance, hein, je ne sais pas si c'est mérité, n'hésitez pas à me dire de votre côté. Je passe donc au meilleur costume. Alors là, il y avait du level, hein. Cyrano, Dune, Nightmare Alley et West Side Story. Eh bien écoutez, c'est Cruella. Pourquoi pas. J'aurais préféré quand même meilleur maquillage et meilleure coiffure à la limite, et puis mettre les meilleurs costumes, je sais pas, sur West Side Story par exemple, vous voyez, c'était de la bombe. Vraiment, hein, Nightmare Alley même, ça aurait pas été déconnant. Dune, ça aurait quand même commencé à me gonfler, parce que ça fait déjà beaucoup de prix
qu'on lui attribue depuis le début de ce palmarès, comme vous pouvez le constater. Donc ouais, ça aurait été un peu trop. Bon, écoutez, c'est Cruella. Bon, encore un coup pour Disney, mais c'est comme ça, écoutez. Bon, il y a plus scandaleux, mais c'est un peu dommage pour les autres quand même. C'est quand même plus prestigieux, ne serait-ce même sur Nightmare Alley, il était très très correct aussi. Donc ouais, bon écoutez, c'est comme ça. Meilleur costume donc pour Cruella, donc c'est Jenny Bivan, voilà, qui a travaillé donc sur les costumes. Je passe maintenant au meilleur décor et direction artistique. Décidément. Je trouve que on en fait un peu beaucoup, mais bon. Je vais commencer par les nominés. Alors, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, The Power of the Dog de Jane Campion, Macbeth et West Side Story de Steven Spielberg. Voilà, tout ça pour les meilleurs décors, la meilleure direction artistique. Et finalement, c'est encore à nouveau Dune. Waouh, voilà. Et c'est dingue, parce que vous voyez, c'est... En fait, ce qui me fait rire un peu, c'est que je pensais que West Side Story rafleurait un peu tout. Et en fait, je m'aperçois que c'est carrément Dune qui lui est passé devant, quoi. C'est incroyable, autant de prix pour Dune. Bon, je veux bien que l'adaptation était plutôt correcte, mais enfin là, commence à rafler tous les prix, c'est un petit peu beaucoup. Surtout qu'il y a quand même plus de vrais décors, construits ou pas, mais voici, construits déjà dans Nightmare Alley. Je crois que les décors forains, quand même, de mémoire, étaient quand même assez somptueux. The Power of the Dog aussi, évidemment, c'était décor naturel, les grands espaces américains, c'est quand même assez fou. Macbeth sans doute, et West Side Story, quoi. Vraiment, c'est absolument fascinant aussi, toute cette reconstitution était vraiment à saluer. Bon, écoutez, c'est Dune, voilà, alors... Pourquoi pas, mais ça commence à faire beaucoup, donc ça commence à m'agacer quand même. Bon. Meilleur scénario adapté. Alors écoutez, nous avions Drive My Car, franchement pourquoi pas. Voilà, il faut savoir que c'est adapté d'une nouvelle. La nouvelle éponyme, Drive My Car de Haruki Murakami. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est une très bonne adaptation, j'imagine en tout cas c'est un très bon film, donc... J'aurais été ravi que Drive My Car reçoive un deuxième prix, pourquoi pas. Alors cette fois-ci, il y a Dune aussi, mais c'est pas lui. Voilà, donc The Lost Daughter aussi, de Maggie Gyllenhaal. Alors franchement, pas mal The Lost Daughter, j'ai rattrapé donc avec Olivia Colman. L'ambiance est assez réussie. Alors il faut savoir que c'est adapté du roman Poupée volée de Elena Ferrante, voilà. C'est, vous savez, l'amie prodigieuse, cette saga d'Elena Ferrante, donc voilà. Écoutez, elle a également fait ce succès, Poupée volée, qui a été adapté, et avec une Olivia Colman, voilà, qui vraiment, on partage sa solitude, c'est assez terrible. Histoire avec ses enfants, l'éducation, elle est toute seule comme ça, voilà, donc... c'est intéressant, mais les choix des personnages sont assez curieux dans ce film. C'est juste que je trouve un peu curieux. Alors c'est sûr, rien n'est prévisible vraiment dans ce film. Mais les choix sont un peu curieux. On se demande un peu quoi retenir à la fin du film. Mais j'avoue que l'ambiance, le côté vraiment où cette femme est seule, elle est dans une tristesse constante, elle essaie de se raccrocher à des branches, à un peu de bonheur par-ci, etc. Il y a ce côté troublant pour le spectateur de vivre aussi cette solitude avec Olivia Colman comme ça sur 2 heures. Ça, c'est assez réussi, l'ambiance, l'atmosphère. Vous êtes vraiment... vous partagez les souffrances du personnage principal, mais... voilà, encore une fois, il y a des choses qui m'ont fait un peu tiquer, mais pourquoi pas, ça aurait pu être une bonne adaptation, c'est ce qu'on lui demande, meilleur scénario adapté, donc vraiment, ça aurait pu aussi tout à fait le faire, et The Power of the Dog, voilà, du roman éponyme de Thomas Savage, voilà. Écoutez, il s'agit de Coda. Alors, Coda, qui est donc le remake officiel de La Famille Bélier, ce film français qui, en 2015, avait reçu le César du meilleur espoir pour Loane Emra, voilà. La Famille Bélier, que j'avais beaucoup aimé, j'avais versé ma larme pour La Famille Bélier d'Éric Lartigot en 2014. Voilà, parce que le film était sorti en 2014 et il avait reçu en 2015 donc le César.
Et donc nous sommes 7 ans après, hein, pour Coda, ce remake américain, qui c'est vrai que d'habitude les remakes américains de films français c'est quand même une catastrophe. Je pense que je vais pas forcément... Ça sert à rien que je prenne le temps de les citer, je pense que vous les voyez, notamment sur des comédies, c'est quand même assez catastrophique. Mais là, écoutez, sur ce film, voilà, sur ce drame feel good, hein, disons-le comme ça, c'était plutôt réussi. Bon, voilà, c'était plutôt réussi. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que on n'est pas loin du téléfilm à gros budget. Vous voyez un peu tire-larme facile, mais les acteurs sont convaincants. C'est solaire, ça fait pas de mal. Voilà, écoutez, c'est un gentil petit film, hein, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que comme c'est adapté d'un autre scénario, il fallait quand même arriver à faire une adaptation d'un film qui existait déjà. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même pas scandaleux. Voilà, je pense que c'est pas évident de reprendre la substance d'un film, d'arriver quand même à faire un peu de neuf, hein, en fait, avec un film qui a déjà ses propres codes. Hein, il y a vraiment des choses même parfois c'est un peu recopié, c'est sûr. Il y a des moments, notamment la première représentation, hein, de la fille dans le film avec les parents, où à un moment donné on n'entend plus rien parce que les personnages sont sourds. Donc voilà, le cinéaste fait en sorte que le spectateur n'entende plus rien aussi pour se mettre à leur place. Donc voilà, il y a des effets de mise en scène qui ont été un peu repompés, hein, sur Éric Lartigot, bien entendu. Mais voilà, parce qu'il y a des passages obligés dans ce scénario. Voilà, donc après, ils ont adapté un peu l'histoire de la famille, leur métier, leur profession, la fille, comme elle est de ses parents, etc. Il y a eu quelques petites retouches, mais la substance est là. Écoutez, Coda, meilleur scénario adapté. Je ne bondis pas de mon siège, mais il y avait quand même... il y avait peut-être plus prestigieux aussi, quoi. Vous voyez, bon, je bondis pas, mais... ouais, c'est... Pourquoi pas? Je pense que s'il y a un prix à donner à Coda, c'est peut-être celui-là et on s'arrête là, quoi. Mais bon, comme vous le savez sans doute, c'est pas tout à fait le cas, mais nous allons voir ça par la suite. Alors ensuite, meilleur scénario original cette fois-ci. Pour Belfast, bah écoutez, pourquoi pas, hein, parce que nous avions Don't Look Up, la méthode Williams aussi, hein, franchement, moi j'aurais bien aimé, ou Licorice Pizza. Franchement, ouais, Belfast, pourquoi pas. Moi je trouve que ça aurait été dommage de ne pas avoir au moins un prix pour Belfast quand même. Voilà, je trouve que c'est quand même assez mérité. C'est une très belle histoire, d'autant que Kenneth Branagh, évidemment, hein, s'inspire de son enfance en Irlande, voilà, à Belfast, ses souvenirs d'enfance, hein, c'est vraiment très beau à ce niveau-là. Hein. C'est une vraie démarche aussi de cinéaste, je trouve, aussi d'essayer de faire quelque chose de personnel. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Hein. Je trouve ça assez mérité. Voilà. Dites-moi, hein, si vous auriez préféré que ce soit Don't Look Up, La méthode Williams ou Licorice Pizza. Vous connaissez mon avis sur ces 3 films. Voilà, donc écoutez, dites-moi, n'hésitez pas. Je passe maintenant à la meilleure actrice dans un second rôle. Bon, bah allez, écoutez, hein. Je pense que c'est tout à fait mérité. Voilà, je crois qu'il n'y a même pas de débat. Enfin, après, évidemment, hein, il y a d'autres films, mais quand même, Ariana DeBose, hein, pour le rôle d'Anita dans West Side Story. Ça fait plaisir quand même que West Side Story reparte avec au moins un prix. Ça aurait été quand même un peu catastrophique, hein, je dois le dire. Donc Ariana DeBose, quand même, il faut continuer. Hein, moi, je trouve, voilà, dans les festivals, continuer à saluer sa performance. Voilà, c'est quand même... elle a été vraiment brillante dans l'acting, dans la danse, etc., dans sa façon de dire ses répliques, le côté très touchant de ce personnage. Écoutez, moi, j'ai été séduit et conquis, donc voilà, dites-moi, hein, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez réagir, hein, voilà, je vous réponds bien entendu, mais ouais, pour moi, c'est pas scandaleux. Nous avions également Jessie Buckley, hein, pour The Lost Daughter, ça aurait pu aussi. Judi Dench, hein, dans Belfast, c'est vrai qu'elle était aussi assez touchante, hein, cette grand-mère, hein, cette mamie vraiment
très aimante en fait, hein, dans cette famille. Hein. Cette chronique familiale était très belle. Hein. Le grand-père était bien aussi, mais c'est vrai que Judi Dench, hein, cette mamie, elle était quand même assez touchante. Kirsten Dunst aussi dans The Power of the Dog, ça aurait pas été déconnant du tout. Hein. Alors bon, je sais pas si c'est très objectif, hein, je suis complètement fan de cette actrice. Hein. C'est voilà, un gros coup de cœur pour moi à chaque fois Kirsten Dunst. Hein, donc voilà, mais c'est vrai que quand même, cette femme serveuse et mère voilà, d'un enfant voilà, qui a du mal en fait enfin, qui se fait complètement vampiriser hein, par cette masculinité pardon, toxique hein, de ce Benedict Cumberbatch. Voilà, cette femme complètement soumise et méprisée et boudée, enfin moquée, voilà, humiliée hein, carrément. Elle était vraiment touchante. Hein. Donc voilà, ça aurait pu aussi tout à fait le faire. Et Aunjanue Ellis, voilà, pour le rôle hein, d'Aura Sen Price dans La Méthode Williams. Écoutez, déjà ce film, La Méthode Williams, hein, comme je vous le dis, en fait, l'avantage, c'est que dans la Méthode Williams, c'est que tous les acteurs secondaires et actrices secondaires sont absolument géniaux. Vous retenez tout le monde dans ce film. Donc c'est vrai que ça aurait pu aussi, puis ça aurait varié les prix, parce que vous voyez, bon, évidemment, West Side Story mérite aussi des prix, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que la méthode Williams, ça aurait pu aussi. Voilà. Bon, écoutez, hein, je sais pas vous, mais je pense que c'est pas scandaleux. Voilà, je pense qu'Ariana DeBose, quand même, il faut continuer de soutenir cette actrice. Je pense qu'elle aura d'autres propositions à l'avenir. C'est vrai que les autres sont connus aussi, hein, déjà d'emblée, donc peut-être qu'il faut aussi soutenir les nouveaux. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une passation à faire. Ariana DeBose, écoutez, pour West Side Story, meilleure actrice dans un second rôle. Je passe maintenant au meilleur acteur dans un second rôle. Et écoutez, alors là, mais pourtant, voilà, donc là, il y avait vraiment beaucoup de... Ouais, ça aurait été compliqué. Il y avait Ciarán Hinds hein, pour Belfast, hein, dans le rôle du grand-père, donc c'est pareil, hein, Judi Dench, vous voyez, le rôle de la grand-mère, et Ciarán Hinds hein, pour le rôle du grand-père dans Belfast. Hein, c'est vrai qu'il était aussi bouleversant, donc moi, j'aurais trouvé ça tout à fait mérité. Jess Plemons, évidemment, dans The Power of the Dog, hein, qui est donc avec Kirsten Dunst hein, dans cette histoire. Qui était aussi assez touchant. J.K. Simmons dans Being the Ricardos. Eh bien, écoutez, pour moi, j'adore J.K. Simmons, hein, mais dans ce film, et déjà ce film de base, assez anecdotique, hein, à part si vous avez vu la série I Love Lucy dans les années 50 et que vous êtes absolument fan de cette sitcom, donc toutes les anecdotes, vous allez les apprécier, tout ça. Mais franchement, ce film, l'émotion, on a totalement oublié l'émotion, tout est forcé. L'image est... comment dirais-je il y a un côté fake et très fabriqué sur ce film, je trouve, en termes d'esthétique, déjà de base. Je ne crois pas à la relation entre Nicole Kidman et Javier Bardem. Et J.K. Simmons qui est censé apporter une petite touche touchante. Voilà, vraiment une petite touche d'émotion. Ouais, non, franchement, ça aurait pas été mérité, donc voilà, je pense que pas de souci. En revanche, Cody Smith-McPhee pour le rôle de Peter Gordon hein, dans The Power of the Dog. Ouais, je trouve quand même que ouais, là il y avait vraiment une performance. Hein. Ce gamin introverti qui cache une féminité en lui, etc., qui est pollué par tout un tas de types machos autour, etc., et qui doit composer avec ça et être... Ouais, c'était vraiment une très belle performance, d'autant que je pense que c'est quand même un jeune acteur à soutenir, hein, vraiment. Hein. Il est absolument brillant hein, dans sa prestation. J'aurais beaucoup aimé que Cody Smith-McPhee voilà, obtienne ce prix. Mais il s'agit de Troy Kotsur, voilà, pour Coda, donc, qui interprète le rôle autrefois interprété par François Damiens, hein, donc le père de famille, sourd, hein, voilà, toute la famille est sourde, à part évidemment la protagoniste, mais Troy Kotsur, voilà. Écoutez, c'est vrai qu'il était émouvant, hein, mais quand je vois que ça fait déjà 2 prix pour Coda, qui est quand même un remake, bon, pourquoi pas, hein, mais c'est pas comme si non plus c'était 1000 fois mieux que La Famille Bélier, donc bon, ouais, je suis pas... C'est bien, hein, mais bon.
Ouais, je pense qu'on en fait un petit peu trop là pour Coda, là, ça fait déjà 2 prix, mais bon. Ok, je passe maintenant au prix de la meilleure actrice. Et là, nous avions évidemment aussi toute une palette d'actrices que j'adore. Donc Olivia Colman dans The Lost Daughter aussi, vraiment pour sa performance, moi j'aurais dit oui, clairement. Penelope Cruz pour Madres Paralelas, bon on commence à être un peu habitué à Penelope Cruz, voilà, je pense qu'il faut changer un petit peu. Voilà, Nicole Kidman dans Bien the Ricardos, absolument pas, mais absolument pas. Vraiment, voilà, et pourtant, voilà, le côté biopic et tout, donc elle incarne quelqu'un de connu, et pourtant, voilà, ça ne suffit pas. Ouais, Nicole Kidman aujourd'hui, là, non, voilà, je la préfère vraiment il y a quelques années. Il faut remonter un peu dans le passé. Kristen Stewart pour le rôle de Lady Diana dans Spencer. Écoutez, j'ai beaucoup aimé Spencer, beaucoup plus que Jackie, du même réal, où il y avait Natalie Portman, c'était un biopic pareil. Écoutez, vraiment, j'ai préféré ce biopic donc de Pablo Larraín, qui nous resserre finalement un peu sa même proposition qu'avec Jackie, mais nettement plus percutant, notamment sur son final, que j'ai trouvé... Waouh, c'est une bouffée d'oxygène ce final, quoi. Je n'en dis pas plus, mais c'est assez prenant. Il garde cette lenteur de récit. Et c'est pas ennuyeux pour autant parce que ça me rappelle un peu la dynamique qu'il y avait aussi dans Marie-Antoinette, où il y avait ce côté un peu rebelle, vous voyez, en prenant une figure historique. Donc moi, je suis assez séduit par ça. Puis en plus, Kristen Stewart, voilà, vraiment, est très convaincante dans le rôle de Lady Diana. D'ailleurs, évidemment, je tiens à souligner qu'il y avait déjà un biopic de fait sur Diana avec Naomi Watts dans le rôle et ça marchait très très bien. C'est vrai qu'elle avait aussi le physique, le visage, tout était là vraiment pour y croire. Mais c'est vrai que Kristen Stewart, moi je trouve vraiment, j'aurais aimé, clairement je vous le dis, honnêtement j'aurais peut-être préféré que Jessica Chastain, voilà, puisque donc la gagnante c'est Jessica Chastain, voilà, pour le rôle de Tammy Faye. Messner dans Les yeux de Tammy Faye, que je n'ai pas vu, donc écoutez, pourquoi pas, Jessica Chastain est une très bonne actrice, mais personnellement, après voilà, sur mes goûts personnels, j'aurais préféré quand même soit Olivia Colman, soit Kristen Stewart, honnêtement. Voilà. Penelope Cruz, voilà, ça fait quand même un petit moment, donc... Voilà, peut-être pas, mais c'est pour ça que je suis pas scandalisé non plus pour Jessica Chastain. Voilà. Je sais d'ailleurs qu'il y a un abonné, qui est fan de Jessica Chastain ici, sur cette chaîne Les Films du Vendredi, qui commente souvent mes vidéos, il se reconnaîtra. Donc voilà, écoute, voilà. Au moins je suis content pour toi parce que je sais que tu adores cette actrice. Donc voilà, Jessica Chastain. Meilleur acteur maintenant. Alors là, ça y est, je commence à être un peu plus enjoué là. Mais vous voyez, je trouve que parfois les prix sont un petit peu mal répartis là. Vraiment, globalement là, vous voyez, je suis un peu plus mécontent quand même que pour les Césars. Voilà, vous avez dû vous en douter là, mais c'est vrai que depuis le début, je suis pas trop chaud sur les prix décernés quoi. J'adore les films nominés, mais je trouve que les prix sont répartis un peu n'importe comment là depuis le début là. Je vous le dis, c'est vrai que à force d'être avec vous là, de faire cette vidéo, de revenir sur les prix, je m'aperçois quand même que ouais, je préfère encore l'année dernière pour le moment. Alors, nous avions pour le meilleur acteur Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Ça aurait choqué personne, je pense. Andrew Garfield pour Tic Tic Boom. Ça m'aurait pas choqué non plus. Javier Bardem dans Being the Ricardos, ça m'aurait choqué. Je trouve que ce film, vraiment, est oubliable, une fois vu, si on arrive au bout. C'est pour vous dire. Et Denzel Washington pour le rôle de Macbeth dans Macbeth. Écoutez, je n'ai pas vu ce film, donc vraiment, ça aurait pu. Bah, je ne sais pas, dites-moi si vous l'avez vu, mais vraiment, j'aurais dit pourquoi pas. Écoutez, il s'agit de Will Smith et je suis ravi. Je vous le dis, je suis ravi. Honnêtement, non, voilà, évidemment, les autres auraient pu aussi recevoir un prix, mais je suis ravi vraiment pour Will Smith parce que ça fait longtemps en plus
qui ne nous avait pas ému comme ça. J'ai adoré La méthode Williams. Ce film est absolument fabuleux. Fabuleux. Et Dieu sait que j'étais pas hyper emballé quand j'avais vu la bande-annonce à sa sortie. Et écoutez, en l'ayant rattrapé, ce film est une bouffée d'oxygène. Ce film est absolument bouleversant. Et c'est pas non plus le tire-larme facile, c'est de l'émotion, oui, c'est du spectacle, oui, c'est du Hollywood, oui, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est bien écrit, et il y a des bons dialogues percutants. Will Smith est absolument génial, parce que c'est vrai qu'on est sur un biopic sur les sœurs Williams, mais le père, quand même, c'est le rôle, quand même, central de cette histoire, cette détermination de ce père à faire décoller la carrière de ses filles, parce que c'est un dénicheur de talent né, en fait, vraiment. Ce Richard Williams... Écoutez, c'est absolument fabuleux. Non, vraiment, Will Smith, ça fait du bien de le revoir dans un grand rôle. Donc là, voilà, là, ça commence, vous voyez, on arrive dans les derniers prix, mais je commence à être un peu enjoué, là. Non, vraiment, au moins qu'il y ait un prix pour la méthode Williams, et en plus pour Will Smith, waouh, je suis vraiment content, quoi. Et en plus, en toute honnêteté, je ne suis pas le plus fan de l'acteur, en fait. Mais dans ce film-là, c'est vrai que on retrouve un peu une qualité de jeu, voilà, dans ses plus grands drames. Vous savez, je suis une légende. Voilà, et d'autres films, Cette vie, et puis il y avait encore un autre film, je crois que c'était La recherche du bonheur. Voilà, il y a beaucoup de drames comme ça, dans lesquels, bien écrits, où Will Smith, en fait, excelle. Eh bien écoutez, voilà, ça fait plaisir, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un film comme ça. Vraiment, et ça aurait pu être un pétard mouillé, c'est-à-dire vraiment, moi, la bande-annonce, je dis, bon, Will Smith essaie de retrouver sa superbe d'antan, etc. Et est-ce qu'il y arrive? Eh bien oui, il y est arrivé. C'est absolument magistral. Il est d'une authenticité, c'est ça qu'il faut souligner. Il est d'une authenticité très rare, très forte au cinéma. C'est pas évident. Évidemment, de retrouver ça, d'autant plus aujourd'hui, on a tendance à voir des films quand même relativement formatés. Quand je vois Behind the Ricardos, l'émotion est forcée au possible, vous voyez. Donc c'est pour ça que, non, c'est là pour le coup, là je suis vraiment content. Je trouve que ça a vraiment du sens. Voilà, Will Smith mérite vraiment tout à fait son Oscar. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais franchement pour moi, c'est absolument mérité. Je passe maintenant à la meilleure réalisation, et là, eh bien là aussi, meilleure réalisation, un prix d'excellence, vraiment, voilà, donc il y a du niveau, vous en doutez. Ryosuke Hamaguchi pour Drive My Car, alors en termes de réa, c'est aux petits oignons. Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, ouais, voilà, pour moi c'est pas meilleure réa, c'est une très bonne réa, mais c'est pas... Voilà, ce serait pas... ouais, ce serait pas tout à fait mérité par rapport aux autres films, en fait. Kenneth Branagh pour Belfast. Bon, en termes de réa, rien à dire. Même si ça rappelle évidemment beaucoup Alfonso Cuarón, avec Roma, je ne cesse de le répéter. Mais effectivement, Belfast, Kenneth Branagh aurait pu tout à fait remporter ce prix. Et Steven Spielberg pour West Side Story. Bah, écoutez, pourquoi pas? Oui, c'est un remake. Oui, c'est un remake, mais il y a d'autres remakes en lice dans ce palmarès Oscar 2022. Il y a notamment Coda. Donc pourquoi pas, surtout qu'il s'attaque quand même à un monument, Spielberg, et tout le monde a salué cette relecture. Alors, évidemment, du livret d'origine, je précise, pas du film de Robert Wise, mais voilà, c'est absolument... ça aurait été tout à fait mérité aussi. Mais je suis ravi du résultat. Ravi du résultat, puisqu'il s'agit de Jane Campion pour The Power of the Dog, et ça fait plaisir, voilà, de voir un prix pour The Power of the Dog quand même, parce que c'est assez... voilà, je suis... Alors, déjà que Cody Smith, my fille, voilà, je tiquais un peu. Non, je suis content quand même que, au moins pour la réa, pour Jane Campion, pour ce projet qu'elle a porté, The Power of the Dog, voilà, je suis content qu'ils repartent quand même avec la meilleure réa, qui est quand même un prix très prestigieux. Voilà, il n'y a pas que le meilleur film. La meilleure réa aussi, c'est quand même très très fort. On arrive quand même dans les prix les plus prestigieux. Donc vraiment, Jane Campion, voilà, je suis ravi. Alors il y en a, vous voyez, qui ont une avalanche de prix, comme Dune. Et puis il y en a qui ont des petits, qui ont peut-être un seul prix,
mais des prix très importants. Voilà, donc c'est au moins ça, je suis content que ces films, vraiment ces drames bouleversants qu'on a eus et mis en image de manière magistrale, soient récompensés de la sorte, hein, avec meilleur réa. C'est vraiment mérité, Jane Campion. Waouh, ça fait plaisir. Alors, le moment tant attendu, il s'agit à présent du meilleur film. Alors, ça y est, nous arrivons au terme de cette vidéo, les amis, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, à balancer aussi vos commentaires, hein. On est, voilà, comme vous le savez, on est ensemble, on est, voilà, une petite heure ensemble, hein, sur ce live. Donc, voilà, on arrive bientôt à la fin. Donc, n'hésitez pas aussi à commenter jusqu'à présent, hein, parce que c'est vrai qu'on a déjà tout balayé, on arrive déjà au meilleur film. Donc, n'hésitez pas. Meilleur film, alors, nous avons, donc c'est 10, hein, c'est ça, 6, 7, 8, 9, 10, oui c'est ça, c'était 10 nominations, hein. Alors je sais pas si les autres années, je crois qu'il y en avait un peu moins, là c'est quand même 10 films, hein. Incroyable. Alors, je vais commencer par les nommer, enfin les nominés, mais je veux dire, je vais commencer par les citer. Je vais citer tous les perdants. Alors ça fait mal, hein. C'est quand même l'hécatombe, hein. Belfast, meilleur film, bon. Don't Look Up, bon, j'aurais pas voulu, pour plein de raisons, parce que je trouve que Don't Look Up, c'est bien, mais ça fait le job, ça fait son petit effet sur le moment. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc très daté. Je sais pas si dans quelques années, ou même quelques mois, on reparlera forcément encore de Don't Look Up. Après, bon, c'est quand même Adam McKay, etc., mais c'est un peu un phénomène streaming très fort. Mais voilà, je pense que ça s'arrête là. Mais voilà, pour ça, j'irai pas plus loin. C'est un gros délire. C'est un gros délire efficace. Ça fait du bien d'en avoir, hein, d'ailleurs. Mais voilà, non, c'est pas assez homogène en fait en termes de réa, tout ça. Donc l'image est pas assez homogène tout du long. Enfin moi, personnellement, c'est ce qui me ferait tiquer. Donc voilà. Drive My Car. Écoutez, vraiment pourquoi pas, hein. Là, on est quand même sur du très prestigieux, hein. Ryosuke Hamaguchi, quand même, est un cinéaste ouais, de talent, hein. Là, on parle quand même de grandes œuvres, hein. Drive My Car. Dune. Bon, écoutez, voilà, au moins, c'est pas lui. Non, mais parce que c'est bon, quoi. Il y avait quand même, je sais pas combien de prix, je crois qu'il y avait 7 prix. Bah, je pense qu'il faut un peu se calmer sur Dune, là. C'est bien, mais voilà. Donc, la méthode Williams, eh bien écoutez, moi j'aurais, ouais, je vous le dis, hein, j'aurais pas du tout été scandalisé, même ça m'aurait fait plaisir. Voilà, vraiment, ça m'aurait fait plaisir. Ce film, je vais le revoir, hein. Voilà, vous voyez, hein, ce qui fait la différence, c'est des films aussi dans lesquels on a envie de se replonger plus tard. J'ai envie de me replonger dans la méthode Williams. C'est très riche, l'histoire est très riche des sœurs Williams, et puis c'est un élan de positivité, de pugnacité, de force mentale comme ça. Et je vous dis, et pas de manière tire-larme facile. C'est ça qui est très fort. L'histoire est très très forte. Voilà, on est sur du social aussi, vous savez aussi. Voilà, dès que ça touche à des thèmes sociaux, voilà, où ça fait miroir sur notre société, sur l'évolution de la société, sur une époque, etc. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de sous-textes dans la méthode Williams. C'est très très riche, très très riche. Vraiment, vous voyez, hein, sur le tennis, il y en a eu des films, hein, comme McEnroe, le film sur McEnroe. Je l'ai vu récemment, je peux vous mettre l'affiche ici, vous allez voir de quoi je parle. Voilà, ce film a complètement gonflé, quoi. J'ai été au cinéma, en plus j'avais la chance de le voir en avant-première. Voilà, franchement, je vous le dis, hein, je ne suis pas du tout passionné une seule seconde pour cette histoire. Vraiment, donc là, ça fait plaisir. On est dans le milieu du tennis, mais il y a autre chose, c'est pas que basé sur le sport. Voilà, c'est une leçon de vie, en même temps, ce film, donc c'est vraiment très très beau. J'aurais été vraiment... ouais, en plus, je vais le revoir avec plaisir, hein. Vraiment, je vous le dis, je vais le revoir avec plaisir. Licorice Pizza. Faut pas déconner, c'est sympa. Comme vous le savez, j'ai quelques réserves sur le film. Voilà, bon. Mais, ouais, bon, j'aurais quand même un peu tiqué, quoi. Meilleur film, Licorice Pizza. Mais, bon, après, c'est mon avis personnel. J'aurais pas bondi de mon siège, parce qu'il y a du travail, évidemment, sur ce film, mais voilà, moi, personnellement, j'aurais un peu tiqué. Alors, Nightmare Alley. Évidemment, moi, si je suis membre du jury, Nightmare Alley a de fortes chances de se retrouver
Meilleur film, hein, vraiment, hein, il a vraiment de fortes chances, hein. Guillermo del Toro, c'est un cinéaste de génie, hein. L'onirisme macabre qu'il dépeint, et en même temps, qui, pour une fois, même s'il y a des choses un peu fantomatiques, mystiques dans son film, est un petit peu plus réaliste. Mais ça ne me dérange pas. Alors je pense que peut-être les puristes de Del Toro voilà, sont probablement un petit peu choqués, peut-être agacés, peut-être parce qu'ils vont le trouver un petit peu... Ils vont trouver un Guillermo del Toro un peu assagi. Voilà, peut-être. Bon, c'est possible, hein. Mais écoutez, pour moi, Nightmare Alley est absolument somptueux. The Power of the Dog. Alors bon, écoutez, il y avait déjà Jane Campion pour meilleure réa. Ouais, bon, voilà, c'est pas forcément nécessaire de le mettre en meilleur film, hein. Voilà, clairement. Mais voilà, écoutez, j'aurais pas bondi de mon siège, évidemment. Et West Side Story de Steven Spielberg, voilà. Alors quand même, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Surtout avec le résultat que je vais vous annoncer tout de suite, puisqu'il s'agit de Coda, voilà. Alors le remake de La Famille Bélier, comme je vous le disais, qui a un aspect un peu téléfilm, de bonne facture, sympa. Le côté un peu teen movie aussi, il a été un teen movie américain. En fait, vous voyez le côté américanisé du film, hein, où vraiment il y a les codes du teen movie mainstream, hein, grand public. Et ça se retrouve meilleur film aux Oscars 2022. Waouh! Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le film, hein. Enfin, c'est sympa. Mais je pense qu'il faut se calmer 2 minutes. Je suis quand même un peu scandalisé. Je veux bien les bons sentiments, etc. Mais quand même, c'est un peu fort. On parle de cinéma. C'est une académie qui récompense du cinéma, qui sont censés être exigeants, quand même, un minimum. Là, vous donnez le prix à une réa assez convenue. Il n'y a pas une énorme prise de risque sur ce film. Donc écoutez, ouais, non, là, clairement, je bondis de mon siège, quoi. Vous voyez, c'est... Ouais. Ah, je suis agacé, hein. Je vous le dis, clairement, je suis agacé parce que... prenez n'importe quel autre film, à part Don't Look Up, quand même, bon, voilà. Mais ouais, franchement, vous prenez n'importe quel autre film, je ne suis pas scandalisé, quoi. Donc il y a quand même un problème. Sur 10 films, ils ont pris le seul où tu sais de base que tu vas pas le remettre à celui-là. Voilà, c'est-à-dire Coda. Ouais, je ne suis pas du tout chaud là. Là, je pense qu'il y a eu un gros laisser-aller. Alors, je veux bien qu'il soit nominé en mode... c'est bien de le mettre parce que c'est vrai que voilà, il y a aussi des films, des petits films un peu plus mineurs qu'on a tendance à oublier, et que par rapport au César, par exemple, de cette année, vous voyez, où on a oublié plein de films, il y a plein d'oubliés, voilà. Mais écoutez, c'est bien d'étoffer un petit peu les sélections, moi je dis pas. Mais là, c'est carrément pour le remettre le prix, quoi. C'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Ouais, là, c'est pas possible, quoi. Enfin, regardez un peu. Je vais pas refaire la liste, hein, mais... Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et même si c'était pour le donner à West Side Story, j'aurais moins gueulé. Ok, c'est un remake. Pareil, c'est un remake. Mais c'est un remake d'un monument qui, en plus, a été mis à jour de manière magistrale. Steven Spielberg a fait un travail mais monstrueux sur ce film. Donc même s'il y a le côté remake, comme Coda d'ailleurs, voilà... C'est quand même une œuvre très très forte, West Side Story, quoi. Ouais, c'est pas possible en comparaison, même pour l'histoire du cinéma. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons, c'est plus intéressant. Et tous les autres que j'ai cités. Tous les autres... Mais vous vous rendez compte, Coda passe devant Drive My Car, quoi. Par exemple, j'en prends qu'un. Belfast, regardez ce noir et blanc, ce film somptueux. Nightmare Alley, je prends n'importe qui là-dedans. Alors évidemment, Dune, ça m'aurait aussi gonflé, parce qu'il a reçu 10 000 prix. Donc je dis rien, mais n'importe lequel quand même. Non mais en vrai, n'importe lequel, quoi, mais pas Coda. Coda, c'est sympa, le bon téléfilm du dimanche, voilà, qu'on aime bien regarder quand il pleut dehors, en famille, quoi. C'est bien, d'accord. Mais il a déjà en plus un prix, meilleur scénario adapté, il a déjà un prix, ce qui était déjà très généreux de la part de l'Académie. Très généreux. Donc oui, là, je bondis un peu de mon siège. Clairement, je bondis un peu de mon siège. Je trouve que, ouais, c'est clairement abusé, là. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête du jury.
C'est absolument what the fuck, hein. Clairement, très très étonnant. Donc voilà, écoutez, hein, pour ces Oscars 2022, ce palmarès, ce sera tout pour moi. Je vous remercie hein, vraiment tous ceux qui ont participé à cette première. Merci à tous et pour ceux eh bien, qui verront cette vidéo eh bien, par la suite, hein, après coup. Hein. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi sous cette vidéo. Voilà, ça fait plaisir hein, ceux qui regarderont donc le replay hein, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, mais vraiment, je sais pas vous, mes meilleurs films là, je crois que c'est la cerise sur le gâteau de l'agacement. Enfin, c'est le pompon, je veux dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, c'est plutôt ça. Sur le gâteau, c'est pas vraiment la meilleure formule, mais voilà, je veux dire, c'est... Non, là, ça va trop loin. Ça va clairement trop loin. C'est... Ouais, il y a un gros souci, là. Je me répète, hein, mais ça me gonfle, en fait. Ça me gonfle vraiment. Trop de prix pour Dune, un meilleur film, on sait pas pourquoi, vraiment, il y a trop d'oubliés, quoi. Il y a des films somptueux qui n'ont rien reçu. Non, en fait, il y a un vrai problème dans la répartition des prix. Et vous voyez, c'est ouf, hein. C'est terrible ce que je veux dire, mais j'ai préféré au César, au moins, c'était mieux réparti, même si meilleur acteur, c'était les deux. Hein. Meilleur acteur et meilleure actrice m'avaient gonflé. C'est à relativiser quand je vois ce qu'on donne comme meilleur film, vous voyez. Donc, ouais. Alors c'est très bien. En fait, voilà, pour terminer, je voudrais juste faire un petit point, parce que c'est vrai que j'aurais pas forcément l'occasion de reparler des films que j'ai rattrapés. Coda, vous voyez, pour moi, c'est un peu comme Nos étoiles contraires, ce genre de film où il y a le côté un peu teenage movie, le côté un peu, effectivement, drame, etc., mais solaire. Mais mettre un Oscar pour ça, vous voyez, enfin, c'est... Je pense que c'est un grand phénomène, ça peut être des grands phénomènes publics, mais même encore, Nos étoiles contraires avaient plus d'impact auprès du public. C'est-à-dire que, ok, si vous voulez récompenser un film un peu plus populaire, mais prenez un film au moins, voilà ce que j'aurais préféré, prenez un film que les gens ont retenu. Ouais, pas me faire croire que Coda, alors je sais pas aux États-Unis, hein, je peux me tromper, hein, vraiment je peux me tromper. J'ai pas l'impression qu'on ait parlé beaucoup déjà de base de ce remake. Moi, je ne savais même pas. Quand j'ai vu qu'il y avait Coda, je dis qu'est-ce que c'est que cet intrus qu'il faut que je rattrape. J'ai rattrapé ce film. Je me suis aperçu voilà, que c'était un film Apple sur la plateforme Apple TV+, voilà. Et j'ai dit oui, remake de La Famille Bélier. Hein, voilà, c'est un remake officiel américain. Et j'ai dit ah bon, d'accord. Et déjà dans ma tête, c'était sûr, il allait pas recevoir le meilleur film de base. C'est-à-dire même sans l'avoir vu. Après l'avoir vu, j'ai dit c'est sympa, mais sans plus. Et là, voilà, c'est... Non, je dis sans plus, hein, évidemment, par rapport au reste de la sélection. Hein. Donc voilà, écoutez, je vais me répéter, hein, c'est... Voilà. Waouh. Non, je vous jure, c'est fou, quoi. Ça me tue un peu. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est... Bon, c'était pas la cérémonie la plus palpitante, hein, c'était pas le palmarès le plus palpitant, la répartition des prix, ouais, vraiment... mais je trouve qu'elle est nettement plus décevante, non mais disons-le clairement, hein, pour conclure, c'est nettement plus décevant que les années précédentes, et Dieu sait que je bondissais de mon siège pour un ou deux prix de temps en temps. Là, ouais, il y a trop de catégories qui ont été polluées par Dune en plus, alors ça... En termes de répartition, déjà, c'est horrible. Et quand tu arrives au sommet, que tu récompenses un film lambda, que tu sais très bien que dans 2 mois, tu l'as déjà oublié, si c'est pas 1 mois, parce que tu te dis, bon, c'est sympa, mais je vais pas forcément le revoir 1000 fois. Bon, c'est... Ouais, c'est déjà de base, La Famille Bélier, c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais... Pour moi, c'est un espèce de prix du public, comme on essayait de faire au César, ou... je sais plus si c'est le prix des spectateurs ou le prix du public. Non, c'est le prix du public qui a été déjà assez controversé quand il y avait eu les Tuches 3 qui avaient reçu un prix au César, vous vous souvenez. Ça me rappelle un peu ce genre de tentative. Mais là, dans ce cas-là, créer une catégorie un peu à part avec voilà, des films grand public, je sais pas, mais là, vraiment, ça me choque, quoi. Ça me choque, mais vraiment, de la part de l'Académie. Le manque d'exigence. Bon. Écoutez, je vais m'arrêter là, hein. C'est promis, mais je vous partage mon agacement sur ce prix quand même, qui est censé être le prix le plus prestigieux, mais aux Oscars. J'ai jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Rappelez-vous l'époque de Moonlight, de grands films comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, je comprends pas là. C'était Moonlight. Alors, à chaque fois, je me trompe parce que l'année de Moonlight, il y avait un autre film et qui se battait entre les deux. Alors, je sais plus. Il y avait une erreur d'énonciation des prix, mais je sais que voilà, enfin, il y avait une époque où il y avait énormément de films très très forts comme ça. À la limite, vous voyez, même un Green Book. Moi, j'adore ce film. Hein, je peux le voir 1000 fois. C'est des bons sentiments, il y a le côté un peu, évidemment, tire-larme, c'est ce genre de film que vous pouvez voir en famille très facilement, mais il y a quand même une cinématographie, il y a ce côté road movie, il y a des acteurs, ça transpire en fait, ça transpire ce film. Là, Coda, c'est quand même hyper, le truc teen movie traditionnel, grand public, qu'on a l'habitude de voir. Voilà, avec évidemment le côté un peu social derrière. On va dire que ça se rapproche d'un Juno, quoi. Vous voyez, moi je suis quand même assez... je ne me présente pas comme spécialiste du teen movie, mais voilà, c'est parce que j'ai écrit un mémoire dessus. Je suis assez passionné par les teen movies, voilà, l'histoire des teen movies, leur évolution. Peut-être qu'on rapprocherait ça d'un Juno, vous voyez, Nos étoiles contraires, Juno, ce genre de truc, c'est très sympa. Mais regardez les autres films quand même. Quand même, il y a un degré aussi de maturité cinématographique à avoir, je sais pas, pour supplémentaire. Là. L'Académie se relâche. Il y a un laxisme, je sais pas, l'exigence est revue un peu à la baisse, quoi. C'est très curieux. Bon, écoutez, ce sera tout en tout cas pour ces Oscars 2022. Je vous remercie bien entendu de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Et avant de se quitter, eh bien écoutez, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui ont participé à cette première des Oscars 2022. À tous ceux qui également me suivent depuis le début sur cette chaîne, j'en profite, tous mes fidèles abonnés, merci beaucoup aussi, et puis ceux qui verront cette vidéo après coup, pareil, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les films du vendredi, nous sommes une famille, une communauté, n'hésitez pas donc à rejoindre la team, les films du vendredi, voilà. Et bien entendu, je vais revenir, je vais maintenant m'atteler évidemment à de nouvelles critiques, des films à l'affiche, comme vous le savez. Voilà, c'est qu'il y a des passages obligés, les Césars, les Oscars, c'est quand même des cérémonies très prestigieuses, et c'est vrai que voilà, récompenser le cinéma, c'est, je trouve, personnellement très important. Donc voilà, après on peut discuter des prix, c'est le but de débattre sur cette chaîne, comme vous le savez. Prenez les films pour ce qu'ils sont. Voilà, j'essaie aussi de prendre les films pour ce qu'ils sont, en termes d'exigence, en termes d'intention des cinéastes, comme vous le savez, c'est ma devise, c'est ma démarche sur cette chaîne. Et puis également de débattre, tout simplement parce que voilà, cette chaîne aussi, elle est faite pour vous. Donc n'hésitez pas. Écoutez, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi soir, du coup, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!